À la une de l'actualité ce soir, la journée nationale de la liberté de la presse célébrée sous le signe du terrorisme et de l'accès à l'information. Le centre de presse Norbert Zongo a, à l'occasion, organisé une série d'activités dont des débats autour de la thématique. Comment informer sans faire de la publicité pour les terroristes? Quel rôle doivent jouer les médias dans le traitement de l'information lors des attaques terroristes? Comment surmonter les difficultés d'accès aux sources d'information dans la couverture de ces événements? Des questions à l'occasion de ces panels, des questions qui seront aussi posées à notre invité sur ce plateau, le ministre en charge de la communication. Et puis le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT, édition 2018 se tient du 20 au 25 octobre prochain. Vitrine de la vitalité du système de la recherche scientifique au Burkina, de l'innovation mais aussi de l'invention. Cette édition mettra l'accent sur la et le renforcement de la compétitivité des entreprises locales. Quels sont les participants à cette édition? D'où viennent-ils et que viendront-ils exposer? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, début de la campagne nationale d'empoisonnement, et c'est au barrage de Samandeni, le troisième plus grand barrage du Burkina, de recevoir les premiers alevins. L'empoisonnement, une action qui permet de relever le niveau des stocks de poissons, de diversifier la composition de la pêcherie et d'améliorer la disponibilité des produits halieutiques, comme vous le verrez dans cette édition. Dans cette édition, après plusieurs jours de tergiversation et de contradictions, l'Arabie Saoudite reconnaît enfin que le journaliste saoudien Ramal Khashoggi est mort par accident au cours d'une bagarre au sein du consulat du royaume à Istanbul et procède à un important coup de balai dans ses services secrets. Mais cela suffira-t-il à apaiser les défenseurs des droits de l'homme et de la liberté de presse? Rien n'est moins sûr. Le président américain Donald Trump, quant à lui, s'est empressé de dire que la version de Riyad est crédible. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le Centre national de presse Norbert Zongo a sacrifié à la tradition ce samedi 20 octobre avec la célébration de la Journée nationale de la liberté de presse, une journée placée sous le thème terrorisme et accès à l'information. C'est en 1998 que cette journée a été instituée au Burkina par le centre de presse qui porte le nom du journaliste d'investigation Norbert Zongo assassiné la même année. Les débats ce matin ont insisté sur la responsabilité sociale du journaliste face au traitement de l'information sécuritaire au moment où le Burkina Faso fait face à de multiples attaques terroristes. Césaire Carfo, Tanga Robert Kafando. En cas d'attaque terroriste, comment donner l'information sans tomber dans l'apologie du terrorisme? Le sujet fait l'objet de ce panel qui regroupe les professionnels des médias, des OSC et des forces de défense et de sécurité. Et c'est la docteure Danielle Bougaïré qui a développé les contours de la problématique à partir de l'analyse d'un échantillon choisi dans la presse burkinabé. Quand j'examine un peu les genres rédactionnels qui sont pratiqués dans ce genre de situation, c'est surtout les genres informatifs. C'est-à-dire que le journaliste ne se jette pas tout de suite dans un commentaire où il peut prendre position, etc. Il prend du recul en faisant des comptes rendus fidèles à ce qu'il a vu, en faisant des reportages donc encore sur ce qu'il a vu et en prenant des témoins. Donc c'est ça qui constitue vraiment le plat central des informations qu'il donne. Et le revers? C'est que dans ce genre de situation, les journalistes ont tendance à faire des reportages et des directs. Or, les aléas du direct, c'est quoi? C'est qu'il faut faire très attention parce qu'il faut choisir les mots que vous utilisez, il faut choisir l'angle d'attaque, il faut avoir suffisamment d'informations, etc., etc. Sinon, votre direct, vous allez juste donner des informations qui n'ont pas de valeur parce qu'il n'y a pas de contenu. Vous allez utiliser des mots qui vont aggraver l'angoisse, la psychose de la population qui vous suit. Les échanges ont également porté sur l'accès à l'information, le recoupage des sources et la difficile collaboration entre journalistes et forces de défense et de sécurité sur le terrain de l'information sécuritaire. Vous savez que le terrain du terrorisme est bien nouveau au Burkina Faso. On a tous été surpris par l'événement, on est rentré là-dedans. C'est avec un peu le recul, avec ce qu'on aura appris avec les aînés, avec les bons exemples qui se passent ailleurs, que nous allons apprendre à ne pas tomber dans les pièges. Le panel a été organisé dans le cadre de la Journée nationale de la liberté de la presse qui se tient le 20 octobre de chaque année au Burkina Faso.
Mais sur le terrain, comment les journalistes eux-mêmes appréhendent la question du terrorisme et de l'accès de l'information? Pour certains, le difficile accès aux sources officielles en matière de sécurité les empêche de bien faire leur travail, surtout dans un environnement fortement concurrentiel. Mais qu'à cela ne tienne, il existe des professionnels de l'information qui s'entourent des précautions d'éthique et de déontologie pour éviter de répandre la psychose et d'en rajouter à la désinformation. Le constat avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Dans les organes de presse audiovisuelle, les appréciations varient quant à l'accès aux sources informatives liées au terrorisme. Sur une échelle de 1 à 10, la radio Omega, la radio Burkina et la télévision BF1 donnent respectivement des notes de 8, 6 et 4 sur 10. 4, parce que je ne suis pas satisfait de l'accès à l'information concernant justement les questions de sécurité, du terrorisme surtout. On est en situation de crise, il faut une communication de crise et je pense que jusque-là, c'est ce qui n'a pas été suffisamment développé du côté de l'armée. Le rédacteur en chef de la télévision BF1 soutient que sa rédaction privilégie les sources officielles pour les questions de terrorisme, ce qui justifie sa note en dessous de la moyenne. L'information ne vient pas toujours, ou quand ça vient, c'est carrément très en retard. D'autres médias ont eu le temps, par des sources propres, personnelles, donner un certain type d'information, parfois vraies, parfois pas vérifiées. Mais la réalité, elle est là, c'est que dans ce contexte-là, si vous voulez rester dans la dimension concurrence, du coup, si vous voulez être trop professionnel, vous êtes un peu dépassé. Pour lui, ce sont des sujets assez sérieux qu'il faut traiter avec plus de rigueur et de munitie, ce qui amène les organes de presse à se retrouver face à un dilemme. L'homme de médias, le journaliste, se trouve au milieu. Non seulement pendant que les autres pensent qu'il fait la propagande des terroristes, d'autres pensent qu'il donne l'information qui est son travail, et d'un autre côté, certains pensent qu'il dévoile les stratégies des FDS. Des idées qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans les différentes rédactions. Beaucoup sont pour qu'on diffuse l'information comme on le voit, mais il y a une certaine conscience aussi qui dit ok, il faut faire beaucoup attention parce que finalement on ne sert même pas les populations parce qu'on les empêche de vivre comme ils veulent. Dans tous les organes de presse où nous sommes passés, ils admettent tous que c'est un phénomène nouveau pour les journalistes burkinabés et qu'il faut s'adapter et trouver le juste milieu. À l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration, le ministre en charge de la communication, Rémi Danjounou, a relevé la pertinence et l'actualité du thème tout en interpellant sur la nécessité de diffuser des informations exactes et équilibrées. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de venir répondre à nos questions. Dans le traitement de l'information sécuritaire liée aux attaques terroristes au Burkina aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez aux médias ici au Faso? En fait, je ne reproche pas quelque chose aux médias. Je demande aux médias simplement de rester dans le cadre du professionnalisme. Moi, j'aime, comme je suis issu du même milieu que la majorité des journalistes, regarder ce qui se fait au quotidien. Et je prendrai un exemple, c'est l'attaque de Djibo. L'attaque de Djibo est intervenue et vous avez des organes de presse qui ont dit Djibo est encerclé. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on a besoin de dire Djibo est encerclé quand on n'a pas vérifié la source? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser de ces genres de mots-là qui créent la psychose? Imaginez un seul instant quelqu'un qui se trouve hors du Burkina, qui a sa famille à Djibo. Imaginez dans quelle angoisse, parce que simplement on est dans la concurrence, on est dans la course, pour être le premier, on dit ce genre de choses-là. Je crois que notre métier a des règles. Et si on applique ces règles-là, Madame Bougaïra en a parlé, de façon simple, on peut arriver à gérer la question. Ensuite, vous savez, les juristes le font très bien. On regarde ce qui s'est passé à l'extérieur. On regarde ce qui s'est passé ailleurs, comment les autres se sont adaptés. Et je voudrais dire cependant que, autant je prends cet exemple-là, autant il y a des médias qui restent pondérés, qui essayent d'avoir une information cohérente. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux gens, on ne vous informe pas. Quand la liberté de quelqu'un est en jeu, quand sa survie est en jeu, le minimum qu'il doit avoir, c'est la bonne information. Et pour cela, nous devons rester professionnels dans le traitement de l'information. Oui, monsieur le ministre, est-ce que de cette façon, on ne court pas le risque aussi d'une presse embrigadée? Je ne crois pas.
Vous savez, il y a un moment donné, on fait le choix de l'information qu'on veut donner. L'organe dont je prends pour exemple, dit qu'il y a une attaque à Djibo et dire que Djibo est encerclé, il y a une différence qui est énorme. Vous savez, j'ai la chance d'être du monde de la presse à l'origine. Je sais comment ces questions-là, on est très sensible dessus parce que le journaliste, par définition, n'aime pas trop que quelqu'un regarde le travail qu'il fait. Mais pour autant, il faut qu'on regarde les choses de façon honnête. Après, il y a des aspects qui ont été abordés. Et je l'ai même dit lors du panel de ce 20 octobre-là, il n'est pas normal qu'on n'ait pas d'autres informations en face pour que le journaliste puisse faire la part des choses et trouver le juste équilibre. Il n'est pas normal que les journalistes soient obligés d'entendre 24 heures, 48 heures, 72 heures et ne pas avoir de réponse de l'interlocuteur qui doit leur donner la juste information. Ça, c'est une vérité. Mais pour autant, je pense qu'il y a quelque chose à préserver. Et ce qu'il y a à préserver, c'est notre information, nous la donnons pourquoi? Pour appuyer les populations, pour les faire fuir le Burkina, pour donner l'image d'un pays qui est totalement désorganisé, qui n'a pas de contrôle, ou pour dire aux gens, il y a eu une attaque, il y a eu ceci et cela, voilà, nous tenons à vous en informer et vous nous donnerons les éléments complémentaires un peu plus tard. Je ne vois pas en quoi c'est difficile et en quoi on embrigade un organe de presse en lui demandant ce minimum de précaution-là. Oui, vous l'avez suivi également, Monsieur le ministre, des confrères évoquent aussi le difficile accès aux sources officielles, notamment au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de l'armée. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Il n'y a pas de défense. Vous savez, il y a quelqu'un à la sortie du panel que vous avez pris qui a dit c'est quelque chose de nouveau. À la différence des médias, où nous avons des règles qui, elles, doivent être un peu plus strictes dans le fonctionnement, notre armée, autant elle est face à une guerre sur laquelle elle n'a pas été conventionnellement préparée, autant également sa communication doit s'y adapter. On a l'habitude de dire que l'armée, c'est la grande muette. Et vous savez que le paradigme, il change difficilement. Dans tous les pays du monde, il y a eu une évolution par rapport à ça. Et malheureusement, ça prend un peu de temps au niveau de notre armée en termes de communication. Vous savez, le panel aujourd'hui, le centre de presse a dit, malheureusement, l'état-major n'est pas venu. J'ai regretté cela. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de dire aux gens, voilà pourquoi on ne peut pas vous donner l'information à un moment donné, voilà ce qu'on va faire pour l'améliorer. Justement, est-ce que le fait de complexifier souvent ces questions-là ne limite pas aussi peut-être l'information qui doit se faire? Je prends toujours comme exemple les attentats dans le reste du monde, notamment dans le monde occidental. Est-ce que vous avez déjà vu un corps par terre? Même pour voir du sang, c'est difficile. Et tous les médias, quelle que soit leur ligne, ils respectent ces éléments-là. Quand vous voyez un enterrement, c'est parce qu'on décide que l'enterrement, on veut le magnifier. On n'utilise pas pour détruire le moral des troupes, on n'utilise pas parce qu'eux, ils ont le sentiment. Et ils sont très durs avec leurs gouvernants. Regardez dans l'affaire de Charlie Hebdo comment les médias français ont été tués. Regardez dans les attaques du World Trade Center comment on a montré les limites du système. Mais pour autant, ils sont capables à un moment donné de dire nous avons quelque chose à préserver, c'est la survie de notre démocratie. Parce que ce qui est important de remarquer, c'est que le terrorisme, ce n'est pas la violence seulement. Le terrorisme, c'est faire croire aux gens que ceux qu'ils ont choisis pour les diriger sont incapables de le faire et que eux, ils sont le meilleur recours. C'est pour ça, dans certains pays, en fin de compte, les terroristes disent, les populations disent, bon, ok, venez nous gouverner, ça va nous éviter d'être tués. Il faut éviter que les médias soient le relais qui crée cette situation-là. Pour autant, on doit pointer du doigt les limites objectives des politiques qui sont mises en œuvre, les carences que l'on voit, mais on doit pour autant aussi informer les populations. Ce n'est pas complexe. Vous savez, c'est quand même une question de survie d'un État. C'est une question de vie. Ce n'est pas juste une question de concurrence qui va dire quelque chose plus vite que l'autre. Et là, je pense qu'il nous faut accepter d'avoir un peu de retard s'il le faut, mais de ne pas être des acteurs qui créent un embrasement et une crainte énorme et parfois pas justifiée au niveau des populations. Oui, vous l'avez relevé, un confrère le disait, c'est quelque chose de nouveau qui nous arrive ici au Faso. Est-ce que quelque part aussi, il ne faudrait pas mettre l'accent sur la formation? On a comme l'impression aussi sur le terrain que ce déficit-là pose problème dans la compréhension des questions d'éthique et de déontologie. Vous avez vu que lorsque son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré, parle de ces questions, il met en avant également la formation de nos forces armées. Parce que le type de menace à laquelle notre armée fait face aujourd'hui, ce n'est pas la même menace que la menace conventionnelle. Donc nos militaires, nos gendarmes, nos policiers se préparent, se forment et ils attaquent ça. Nous également, en tant que journalistes, on doit regarder
C'est un traitement nouveau. Et traiter cette information-là comme on aurait traité un accident au niveau de Rodwoko ou une bagarre entre deux coépouses à Signonguin, ce n'est pas la même chose. Parce que les impacts sont extraordinairement dévastateurs pour notre pays, pour notre démocratie. Pour autant, les journalistes doivent être présents. Parce que s'ils ne sont pas présents, il y va des questions de liberté, des questions de justice, des questions de droits humains pour ces populations-là. Donc les journalistes doivent être présents. Si à un moment donné, dans le déploiement d'une troupe, par exemple, on estime qu'il y a des violations, il faut que les journalistes soient capables de dire qu'il y a des violations. S'ils estiment à un moment donné, quand ils ont fait le cas de Djibo, quand ils regardent, ils disent qu'il y a telle ou telle défaillance, ils doivent être capables de le dire. Mais il faut traiter une fois la question chaude passée, avoir le relais, et comme a dit Mme Bougaïré, avoir le recul nécessaire pour avoir ce questionnement, ce plus d'informations qui enrichit les populations et leur permettre de se déterminer par rapport à des choix qu'elles doivent faire ou par rapport à des positionnements qu'elles doivent émettre. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la liberté et de la presse. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne fête. Et la suite du journal sur le terrain du soutien à nos forces de défense et de sécurité qui combattent ces terroristes. Les populations se mobilisent. Ce matin à Koudougou, dans le centre-ouest, les populations sont sorties pour crier leur ras-le-bol contre ces attaques répétées et apporter un soutien aux hommes sur le terrain. Le témoignage avec Konsoum Koulibaly et Zoubabier David Davire. Une mobilisation patriotique pour soutenir les FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabè. Les forces vives du centre-ouest, réunies autour du concept non au terrorisme, arpentent les rues de la ville de Koudougou ce matin. La marche, ponctuée de prières et d'intonations du litanier, se veut symbolique, mais témoigne selon les participants d'un engagement à rester solidaire aux forces de défense et de sécurité dans ces moments difficiles. On est menacé. Pour cette menace, nous tous on s'est levés pour se soutenir, pour que le Burkina redevienne le Burkina que nous avons connu avant. Nous ne pouvons pas faire autrement pour montrer à nos vaillants FDS que nous sommes derrière eux, que par une marche. C'est symbolique. Les FDS vont savoir que le peuple est derrière eux et ça va les encourager à fournir plus d'efforts. En plus de soutien moral, ces forces vives ont procédé à une levée de fonds au profit des FDS. Bilan provisoire de la collecte, 2 700 000 francs CFA. Une somme remise séance tenante aux représentants des FDS. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi en ce que la mobilisation a transcendé les barrières idéologiques. Ce sont les forces vives qui se sont unies pour organiser cette marche sans parti pris, sans distinction et sans couleur. Donc nous pensons que c'est une unité qui est annoncée et qui est demandée également, comme je l'ai dit dans mon discours, pour qu'ensemble nous nous levions comme un seul homme pour soutenir les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont besoin de notre soutien. Elles ont besoin de sentir que nous sommes unis derrière elles. La marche de soutien a connu la participation des différentes confessions religieuses et des chefs coutumiers de la région. Les organisateurs promettent initier d'autres actions de sensibilisation et de soutien au profit des forces de défense et de sécurité. La 12e édition du FIRSIT, le Forum international de la recherche scientifique et des innovations technologiques, va se tenir du 20 au 25 octobre prochain à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Selon les organisateurs, le FIRSIT se veut être une tribune de valorisation des produits de la recherche pour le développement du Burkina. Face à la presse ce week-end, les organisateurs se sont voulus plus explicites. Des détails avec Abdourahmane Zongo. Tradition scientifique respectée pour la 12e fois ici à la cuvette de la Maison du Peuple, où l'innovation, l'invention, la recherche, bref la science tout court, est célébrée par le panthéon des chercheurs burkinabè, autrement dit par la communauté scientifique nationale. Chercheurs, inventeurs, innovateurs, industriels et grand public sont à la Biennale 2018 du FIRSIT, Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Un forum qui, du point de vue thématique cette année, met singulièrement l'accent sur l'entrepreneuriat durable, en l'occurrence, la création et la consolidation de la compétitivité des entreprises. Le président du FASO, ici représenté à l'ouverture des travaux, rend hommage et encourage le génie de l'invention et de la recherche.
Un message plein d'espoir, mais aussi d'exhortation, à amener aussi les chercheurs à être dans leurs responsabilités, parce que quand on est chercheur ou qu'un enseignant-chercheur, on a une responsabilité vis-à-vis de la communauté. Toutes nos recherches doivent tendre à viser la transformation de notre environnement et impacter la société positivement. En dehors des stands d'exposition à ciel ouvert dans l'enceinte de la Maison du Peuple, tables rondes, ateliers scientifiques et conférences vont meubler la semaine de promotion des résultats des chercheurs, sans oublier la valorisation des chercheurs eux-mêmes, les inventeurs et autres innovateurs, avec à la clé la proclamation et la remise de prix aux plus méritants. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Alpha Bari et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, ont inauguré hier, 19 octobre, la Maison des jeunes talents qui participera à l'éducation, à la formation et à l'entrepreneuriat des jeunes. Baptisée La Ruche, cette maison est la concrétisation de la promesse du président Emmanuel Macron le 28 novembre 2017 lors de son discours à l'université professeur Joseph Kizerbo. Oumar Zambré. Par cette coupure de ruban, Jean-Yves Le Drian et Alpha Bari, respectivement ministre des Affaires étrangères de la France et du Burkina, réalisent ainsi une promesse, celle d'Emmanuel Macron. En visite au Burkina Faso, le président français avait promis une maison dédiée à la jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Cette maison des jeunes talents, propice pour la création et la formation, est dénommée La Ruche. L'originalité de La Ruche, c'est d'abord son nom. Vous avez évoqué le miel. J'évoquerai le bourdonnement qui fait que ici l'activité va être incessante, et j'évoquerai aussi l'essaim à partir duquel beaucoup d'initiatives seront prises. Il y aura ici un lieu original qui s'appelle le tiers-lieu. Et nous sommes ici dans le tiers-lieu situé à l'étage du bâtiment. C'est un espace de travail et de rencontre entre les organismes de recherche, les associations, les innovateurs, les artistes, les étudiants et bien entendu les financeurs. Pour le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, cette maison des jeunes talents est le signe d'une coopération dynamique entre les deux pays. Cet espace que nous inaugurons aujourd'hui est à la fois un lieu de brassage pour ceux qui le fréquenteront, mais il offrira aussi, grâce à la connexion à Internet, une plateforme d'échange d'expériences entre les jeunes de divers horizons. La Maison des jeunes talents, c'est aussi une maison d'orientation pour les étudiants qui veulent étudier en France ou se lancer dans le volontariat. La question sécuritaire a été abordée au cours de cette inauguration. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina a salué la coopération de la France dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et coopération toujours, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Burkina a remis officiellement un don de matériel composé de véhicules et de matériel informatique au ministre des Affaires étrangères Alpha Bari ce jeudi 18 octobre à Ouagadougou. La destination du don avec Olopoda. 2 minibus de 10 places chacun, 30 ordinateurs portables, 89 cartouches d'encre et des imprimantes. C'est le lot de matériel que l'ambassade de la Corée du Sud offre au Burkina Faso. Du matériel roulant et informatique pour renforcer les capacités opérationnelles du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Je souhaite que ces véhicules vous servent d'une part de pied rapide et ces appareils d'esprit rapide, et que tout cela contribue en partie au renforcement des capacités diplomatiques du Burkina Faso. 90 millions de francs CFA, c'est le coût de ce matériel qui témoigne des bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Corée du Sud. Une coopération vieille de 56 ans. En procédant à cette mi-journée, avec vous à la réception officielle de ce matériel, il me plaît d'exprimer notre satisfaction de pouvoir compter sur votre appui constant pour l'amélioration des capacités logistiques de notre département.
ce dont est le bienvenu quand on sait l'importance de la mobilité dans la conduite de l'action diplomatique. En moins de 10 ans, le Burkina Faso a bénéficié de l'Agence coréenne de la coopération internationale d'une vingtaine de véhicules et de nombreux équipements informatiques. En santé, c'est fini pour les activités qui marquent le mois du ruban rose au Burkina. C'est une manifestation destinée à la lutte et à la sensibilisation contre le cancer du sein. Plusieurs associations, dont l'association Kimi, ont porté cette activité. Le bilan avec Nathalie Sawadgo. Sur 850 patientes enregistrées, ce sont 5 cas de cancer du sein avérés, 20 cas de douleur au sein sans tumeur, 2 abcès. Voici, entre autres, les résultats d'une semaine de consultation effectuée par l'équipe médicale de Kimi dans la cité de l'Épervier. Une consultation initiée dans le cadre de la semaine du ruban rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Je voudrais interpeller chacun de nous ici présents sur le fait que le Burkina Faso n'a de principal atout que son potentiel humain. Il y a donc une grande nécessité pour que chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, soit un acteur de sensibilisation sur les cancers et partant sur la santé. Les cas suspects ont reçu des bulletins pour subir des examens complémentaires à Ouagadougou. Des bulletins qui leur procurent des remises de 50% sur les tarifs au niveau des laboratoires. Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie si ce n'est aujourd'hui. Nous, les chefs coutumiers, nous allons à notre tour relayer l'information auprès de nos populations. 12 prestataires sanitaires des 4 districts sanitaires de la région ont bénéficié d'une formation sur le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein afin de prendre la relève. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé vient de lancer la campagne 2018-2019 pour l'empoisonnement des plans d'eau et enclos piscicoles dans le pays. Cette année, c'est au tour du barrage de Samandeni dans l'ouest du Burkina d'accueillir la cérémonie officielle de lancement de la campagne. Ismaël Saturné Paré, sur place à Bobo pour les détails. « 20 000 alevins pour le barrage de Samandeni. Cela, en prévision de la pêche dans les prochains mois. C'est parti pour la campagne nationale d'empoisonnement des plans d'eau et enclos piscicoles au Burkina Faso. Une campagne pour doter les cours d'eau du pays en alevins en vue de mieux faire face à la demande de poissons. C'est un acte d'interpellation, de conscientisation que nous avons posé. Au-delà même de l'empoisonnement, nous importons 4/5 de notre consommation en produits halieutiques. Nous déperditions beaucoup de devises qui sortent beaucoup de pays. Et si bien que la politique que le gouvernement mène aujourd'hui, c'est de développer la production halieutique, de sorte à ce qu'effectivement nous puissions atteindre un cap à même de pouvoir nourrir notre population. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons en tout cas commencer à sillonner le pays pour mettre des alevins dans tous les barrages, dans tous les fleuves, dans les rivières, dans les lacs, dans les mares. Le choix de Samandeni en cette année 2018 pour ce lancement officiel de la campagne nationale d'empoisonnement est bien accueilli par les populations de la localité. Des populations qui disent bien connaître l'importance du barrage. Vraiment, c'est une grande joie qui nous amène. Nous avons été accompagnés par les ministères et pas mal de ministères. Et sur ce, vous avez aussi l'empoisonnement en tout cas au niveau du barrage de Samandeni qui fait plus d'1 milliard de mètres cubes. Et je me dis que c'est vraiment un tremplin pour nous et c'est une richesse pour nous. Une richesse d'abord pour la commune, en plus pour la province, la région, même la sous-région. Ce sont les alevins de type tilapia qui sont déversés dans le barrage de Samandeni. Cela permettra de booster la production halieutique dans la région des Hauts-Bassins, qui occupe déjà le 2e rang à la matière, avec 4000 tonnes de poissons par an. Et au ministre d'inviter tous à une attitude responsable pour que cette campagne d'empoisonnement produise les résultats escomptés. Smart Valley, entendez par là l'adaptation des petits producteurs face au changement climatique. C'est un projet financé par la GIZ dans les régions du centre-est, du plateau central, des cascades, mais aussi des hauts bassins. Selon ses promoteurs, Smart Valley, c'est une technologie qui met en valeur l'intelligence du producteur dans le but de lui permettre d'exploiter les bas-fonds et d'accroître ainsi sa résilience. Le 17 octobre dernier, les partenaires ont organisé une visite terrain sur un des sites de la région des Hauts-Bassins. Constat avec Moussa Sanou.
La directrice régionale de l'ONG Rikoto Afrique de l'Ouest sur des réalisations de Smart Valley, le projet de résilience des petits producteurs face au changement climatique. Nous sommes ici sur le site de démonstration de Banflagouet dans la commune de Kourignon. Apprendre comment on fait les diguettes là. On a fait les guidettes, ils nous ont fait les labours. On a fait les labours, ils sont venus nous montrer comment on sème le riz. Voilà, on a sémé, on voit cette année vraiment, ça donne du bon riz. C'est une technologie qui se base sur la connaissance endogène des petits producteurs, il faut bien le mentionner, des petits producteurs de leur bas-fond. Donc toute la technologie tourne autour de ça. Et c'est une technologie aussi qui est participative. Donc Smart Valley, c'est une technologie, comme on le dit, bas-fond intelligent. C'est de mettre l'intelligence des producteurs pour pouvoir exploiter le bas-fond afin d'accroître leur résilience vis-à-vis des effets du changement climatique. Après une année de mise en œuvre de ce projet, les résultats sont là. Je suis assez impressionnée parce que j'ai eu le témoignage de plusieurs producteurs qui m'ont dit qu'avant, c'était pas comme ça. Et que grâce au travail que INERA a fait avec d'autres partenaires, ils ont pu comme ça avoir ces parcelles qui sont tout aussi belles comme vous les voyez. Donc on est satisfait. Outre Banflagouet dans le Haut-Bassin, la technologie Smart Valley est expérimentée dans 3 autres régions du Burkina, le plateau central, les centres-est et les cascades, portée par Rikoto avec le soutien technique de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Ce projet qui va durer 3 ans est financé par la GIZ, la coopération allemande pour le développement. Son coût, 780 millions de francs CFA. Et puis le Lalé Naba Tigré était à Bobo Dioulasso pour promouvoir le Mungbin auprès des commerçants de la ville. Et à l'occasion, il a fait don de Mungbin à 2 orphelinats de la ville. Rachid Sawadgo. Le Lalé Naba Tigré fait la promotion du Mungbin à Bobo Dioulasso. Et pour atteindre son objectif, le ministre du Moro Naba fait des commerçants de la ville ses partenaires de premier rang. Nous sommes venus à Bobo faire connaître davantage le Mungbin, une légumineuse à multiples vertus qui permet de régler beaucoup d'équations de chez nous. Aujourd'hui, plus de 2000 commerçants pourront être bénéficiaires de ce Mungbin. Convaincus des vertus du Mungbin, les acteurs du pouvoir économique s'en approprient. Le vice-président de la délégation consulaire des Hauts-Bassins se dote de 4 tonnes de la légumineuse pour lui, pour ses proches et la moitié pour 2 orphelinats de Bobo Dioulasso. C'est vrai de faire découvrir le Mungbin par les opérateurs économiques et les commerçants, mais il serait encore plus utile d'apporter le Mungbin à ces enfants qui en ont autant besoin. Raison pour laquelle ils ont choisi de remettre 1 tonne de Mungbin à l'orphelinat SOS Sahel et ils ont choisi de revenir ici d'un canot remettre 1 tonne de Mungbin. Le Mungbin est une légumineuse de la famille de haricots d'origine indienne. Avec 3 kg du Mungbin en 2014 pour commencer, le Lalé Naba Tigré atteint une récolte de plus de 500 tonnes cette saison 2018. Retour à Ouagadougou où des organisations de la société civile plaident auprès des parlementaires burkinabés pour la prise en compte du financement public des exploitations agricoles familiales. Elles ont organisé une journée d'échange à cet effet. Ont-elles convaincu? On en parle avec Eleonore Yerbanga. Ensemble dans une même salle, des organisations de la société civile et des parlementaires s'accordent sur la nécessité de promouvoir la modernisation des exploitations agricoles familiales. À travers un plaidoyer voix pour le changement lancé en 2016 par les organisations de la société civile, l'atelier de Kaya entend trouver les réponses à la question comment assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Il faut que nous ayons accès à des équipements adaptés à nos sols. Il faut que nous puissions faire de la transformation pour garder le plus longtemps nos produits. Il faut qu'on ait accès à des engrais de qualité et à quantité. Informer donc les députés sur les besoins des exploitants familiaux pour assurer une sécurité alimentaire est donc nécessaire. Et la stratégie utilisée par les organisations de la société civile est le plaidoyer collaboratif basé sur l'évidence. C'est une stratégie pour permettre aux organisations de la société civile de pouvoir présenter avec force
des arguments, avec des données probantes, prouvées. Nous avons la conviction que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut nécessairement appuyer de façon forte ces exploitations familiales agricoles. La journée d'échange devrait donc renforcer la conviction des élus nationaux à œuvrer pour une augmentation significative des allocations budgétaires en faveur des semences améliorées, de l'engrais, des équipements et de la formation des producteurs familiaux. Un mot de sport dans ce journal. L'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB a célébré hier dans la soirée à Ouagadougou les sportifs burkinabés de la saison 2017-2018. Une nuit de récompense pour une vingtaine de sportifs de la saison. Une nuit qui a tenu toutes ses promesses selon Mariam Ouattara. Une nuit haute en couleur et en son pour magnifier l'excellence sportive. Comme Rokia Fofana, lauréate AJSB 2018 en athlétisme, ce sont 24 autres athlètes, tous aussi doués dans leurs disciplines respectives, qui sont distingués. Chaque lauréat reçoit un chèque de 100 000 francs CFA, des gadgets des différents partenaires et un trophée. Je suis très contente pour ce prix. Ça représente pour moi un grand plaisir. Savoir qu'avec le handball j'ai eu la GSB, franchement, ça me va droit au cœur. Outre les athlètes, 4 personnalités ont été distinguées pour leur apport au rayonnement du sport burkinabé. Mais au-delà de tous ces lauréats, c'est la jeunesse burkinabé qui est magnifiée. En reconnaissant l'excellence et en valorisant l'excellence, on fait un appel à tout le reste, la jeunesse burkinabé, à tous les burkinabés, donc à redoubler d'efforts pour que l'excellence puisse prendre droit de cité, ici bien au Burkina Faso ou ailleurs. La GSB et ses activités, c'est un quart de siècle d'histoire et je pense qu'une cérémonie retransmise en direct sur 4 chaînes de télévision, je pense que ça donne une ampleur à la chose. Un trophée d'honneur spécial a été décerné au président Afrique de l'Association internationale de la presse sportive AIPS, le Nigérian Obi Michel. Et puis le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou 2018, c'est dans moins d'une semaine et le comité d'organisation met les petits plats dans les grands pour rendre la fête belle. Maïmouna Traoré. Un coup de balai par-ci, un coup de pinceau par-là, quelques travaux de réfection par endroit. La cour du Siao fait peau neuve pour accueillir les participants. Ici, les membres du comité d'organisation se concertent. Ce sont les derniers réglages. Il faut tout mettre en œuvre pour que la fête soit belle. Je peux vous rassurer que tout est mis en œuvre pour que l'édition de 2018 soit un succès. Du point de vue des inscriptions également, je pense qu'il y a un réel engouement pour l'émission de 2018. La preuve est que nous avons pratiquement bouclé le nombre de stands que nous mettons à la disposition des artisans pour le CIAO. Rasmane Sanfo a obtenu un stand pour exposer ses produits. Ce matin, il est là pour se renseigner sur la conduite à tenir. Nous sommes là dans le cadre d'abord pour visiter le CIAO et rencontrer bien sûr ceux qui s'occupent de l'organisation pour voir dans quelle mesure nous pouvons déjà avoir des informations par rapport aux différentes mesures qui seront prises durant ce CIAO-là. D'abord au niveau des badges et puis aussi au niveau des stands également. Et également aussi profiter, se renseigner beaucoup plus davantage, surtout au niveau sécuritaire, comment cela va se passer. L'exposant et tous les autres participants peuvent être rassurés. Le comité d'organisation a pris des mesures pour renforcer le dispositif sécuritaire. Les marchands ambulants n'ont pas accès au site et les installations anarchiques ne sont pas tolérées. Il y a de nouvelles portes d'entrée qui ont été prévues et en fonction également de la nature des participants, on a prévu des entrées pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc c'est pour prendre en compte tous les visiteurs et tous les acteurs dans ce dispositif-là. Au CIAO 2018, des exposants d'au moins 25 pays et plus de 300 000 visiteurs grand public sont attendus. Au-delà des expositions-ventes, un espace B2B est prévu pour faciliter les rencontres d'affaires. Et comme les éditions passées, des animations culturelles et artistiques sont encore au programme. Pour refermer ce journal, après plusieurs jours de tergiversation et de contradictions, l'Arabie Saoudite reconnaît enfin
que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est mort par accident au cours d'une bagarre au sein du consulat du royaume à Istanbul et procède à un important coup de balai dans ses services secrets. Mais cela suffira-t-il à apaiser les défenseurs des droits humains et de la liberté de presse? Rien n'est moins sûr. Le président américain Donald Trump, quant à lui, s'est empressé de dire que la version de Riyad est crédible. Regardez. Le journaliste Jamal Khashoggi a bien été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Pour la première fois, les autorités saoudiennes ont reconnu ce samedi ce qui, selon elles, est un meurtre à l'occasion d'une rixe. Le royaume a aussi annoncé la destitution d'un haut responsable du renseignement saoudien et celle d'un conseiller à la cour royale. Le président américain Donald Trump a salué les déclarations saoudiennes, mais se montre prudent sur d'éventuelles sanctions. C'est une bonne première étape, c'est une étape importante. L'Arabie Saoudite a été un allié important, mais ce qui s'est passé est inacceptable. Mais je préférerais que nous ne prenions pas des sanctions qui annulent 110 milliards de dollars, ce qui signifie 600 000 emplois. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément troublé par la confirmation de cette mort et souligne la nécessité d'une enquête rapide, approfondie et transparente. La police turque poursuit ses fouilles dans la campagne aux alentours d'Istanbul pour retrouver le corps ou des membres du corps de Jamal Khashoggi. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.